Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue, nouvel épisode du Comptoir Pédas, 29e épisode, et ce soir je suis accompagné d'un duo de choc qui vont se présenter juste après. Merci d'être aussi nombreux comme d'habitude. Je suis Sébastien de Rancy, responsable de la formation pour la société CNC, et on anime une fois par mois un épisode webinaire qui s'appelle donc le Comptoir Pédas pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, où on essaye justement de vous présenter des usages donc pédagogiques avec l'iPad essentiellement, pas que, mais c'est vrai qu'on essaye quand même de rester autour de cette petite tablette qui maintenant fait partie en fait de notre quotidien, à nous tous. Vous verrez Amélie et Quentin qui vont se présenter après, nous en parlerons également. Et puis ce soir, vous verrez, on va aborder aussi le côté programmation, donc un petit peu plus aussi de l'univers du Mac. Voilà, donc du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, CNC, en fait, on est un partenaire agréé Apple, revendeur, donc spécialiste éducation, ce qui nous permet de mettre en place des projets numériques dans les établissements scolaires. C'est vraiment ça le cœur de notre activité, en tout cas sur l'équipe éducation. Mais CNC, c'est également un revendeur agréé Apple, donc avec différentes boutiques en France, centres de réparation et services. Voilà, vous pourrez aller voir directement sur notre site internet cec.fr. Vous trouverez tout un tas d'informations en fonction de vos besoins. Et je vais donc laisser la place maintenant à Quentin et Amélie. Certains les connaissent quand même assez bien, de par le fait qu'on se voit quand même de temps en temps sur des événements, même en présentiel, Ludovia, Educatec, que vous retrouverez d'ailleurs dans 2 semaines, du 19 au 21, on sera tous ensemble à Educatec. Et puis également parce qu'ils ont animé déjà des comptoirs pédas. Donc je vais vous laisser la parole, vous laisser vous présenter, et puis on attaquera ensuite ce qui nous intéresse ce soir, de pourquoi vous en êtes venu à programmer une application. À vous. Je reste derrière, Complètement. excusez-moi, pardon, je continue. Je reste en arrière-plan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Voilà, comme ça je pourrai y répondre ou en tout cas interrompre nos deux collègues. Merci. Avec Bonjour à plaisir. tous. Donc je suis, Amélie, Mariota, je suis professeure de français. J'enseigne au collège Ducos-du-Oron qui se situe dans le sud-ouest de la France, à Agen. C'est un collège équipé, d'une tablette par élève. Donc moi je suis, ravie de faire partie de l'équipe pédagogique de ce collège et je suis aussi, comment dire? Formatrice dans le numérique éducatif et je travaille en particulier avec, CSC, Chichi, dans le cadre de suivi d'établissement, de coaching, et cetera. Ce soir, donc, je suis accompagnée de Quentin. Et bonsoir, donc Quentin Colombo. Moi, je suis un ancien, c'est pas facile à dire, ancien enseignant de mathématiques, collège, lycée et enseignement supérieur. Et aujourd'hui, je suis là en tant que formateur numérique, notamment d'équipe éducative, mais aussi aujourd'hui spécialement sur du supérieur avec des étudiants en développement. Et il se trouve que ça tombe bien parce que c'est un peu le thème de la soirée. Alors, développement, c'est le terme officiel pour dire codage. Alors, codage, j'ai du mal à le dire. Moi, c'est comme hypoténuse, hein. J'ai encore du mal, hein, toujours. Euh, donc, on va parler développement et on va voir que tout projet de développement démarre toujours d'une idée. Et là, c'est grâce à ma muse, qui est Amélie, qui a apporté l'idée, ou du moins Le problème. le problème. C'était vraiment un problème à la base. Alors, on va vous présenter, alors c'est un document de travail, qui va vous être présenté. Dans l'académie de Bordeaux et notamment dans le Lot-et-Garonne, on a la chance d'avoir un DAZEN, inspecteur d'académie, qui s'intéresse à une question très importante pour nous, qui est l'affluence. Et donc, il a demandé à ses équipes de travailler sur un dispositif pour aider les élèves à travailler l'affluence. Et les études montrent que pour que les élèves aient une plus grande fluence, donc ça fait 4 fois que je dis le mot, donc maintenant je vais le définir, c'est la manière de lire des élèves qui lisent vite mais aussi bien, ces deux compétences-là, lire vite et bien, eh bien il faut s'entraîner. Il n'y a pas de solution miracle, l'idée c'est l'exercitation, l'automatisation et donc l'entraînement. Donc pour faire cela, il fallait que toute l'équipe pédagogique
se motive pour accompagner ses élèves dans des temps ritualisés, c'est-à-dire des temps courts et nombreux. Alors pour ça, il y a une espèce de petit agenda qui a été programmé. Est-ce que tu peux partager le document pour que ce soit un peu plus visuel Oui. pour nos participants? Merci. Super. Alors, on peut aller sur voilà, le petit calendrier. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, c'est un emploi du temps finalement de professeur des écoles qui est très complexe à mettre en place dans un établissement du second degré, que ce soit le collège ou le lycée. Et donc l'idée, ça a vraiment été de proposer le lundi un atelier dirigé avec certains élèves qui devaient mener un parcours, puisqu'en fait, on différencie. Les élèves en sixième peuvent avoir des niveaux de fluence très différents peut avoir des élèves qui lisent très très bien, très très vite, et des élèves qui sont en grande difficulté. Pour accompagner tous les élèves, il y a 3 parcours qui ont été sélectionnés, le parcours 2, 3 et 4, puisqu'il y en avait, le parcours 1 était vraiment pour les élèves petits lecteurs, donc on ne l'a pas sélectionné. Et à chaque fois, il y avait des ateliers différents à mener. Atelier dirigé, atelier numérique individuel, atelier en binôme. Et vous voyez, ça tourne en fait. Et ça, c'était très complexe parce que le lundi, c'était avec le prof de français, le mardi avec le professeur documentaliste, le jeudi avec le professeur d'éducation musicale et le vendredi avec la CPE. Donc, c'était des dispositifs très lourds avec des documents à se partager. Donc, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tournée vers Quentin, qui est également mon mari, et je lui ai dit, je ne m'en sors plus, on a 36 000 classeurs, on a des Ramène du travail fiches, à la maison, bravo. il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Donc ça, c'est la fiche de la manière dont fonctionne finalement le principe de l'atelier dirigé. Mais surtout, on avait ce document-là, vous le voyez, où on devait noter le texte et là, la date, combien de temps l'enfant lit, quelles sont les erreurs, est-ce qu'il respecte? Parce que l'idée, c'est que au fur et à mesure de la semaine, l'élève doit progresser au fur et à mesure de ses lectures et de ses ateliers puisque c'est toujours le même texte, mais qui est travaillé de manière différente au fil des ateliers, soit en duo avec un camarade, soit dirigé avec un professeur, soit sous un format numérique, etc. Et là, je me suis dit, bah, c'est un tableau, c'est facile. Petit tableur. Je vais faire un tableur. Je vais sortir un Numbers, même peut-être même un petit tableau croisé dynamique, histoire de le placer. Et là, waouh, j'ai vu l'usine à gaz. Ah, c'était compliqué parce qu'en fait, il fallait arriver à déjà avoir multi-entrée, c'est-à-dire que plusieurs enseignants travaillent dessus. Donc ça, à la limite, on aurait pu faire un document collaboratif. Mm. Mais le risque, c'était potentiellement d'effacer des données. Le deuxième risque, c'était qu'il fallait cloner des fichiers ou faire de la duplication de tableaux. Enfin bref, ça devenait assez compliqué et finalement beaucoup trop de manipulation le jour J, alors que ça devait être quelque chose d'efficace et d'assez simple. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi on ne ferait pas une app, une application? Et moi, j'ai dit non, on ne fera pas une application, tu feras une Tu application. feras. Et donc, c'est là où ben, c'était le pari fou. Et donc, on était au début des vacances, je crois que c'était. Au début des grandes vacances. Et donc, finalement, ça a été un peu le projet de l'été. Avec Amélie, on a essayé de travailler au fur et à mesure. Donc, vous allez voir après comment on a travaillé, de faire des itérations, faire des tests. Ah oui, mais non, ça va pas. Là, il manque ça. Là, il faudrait ça, etc. Et donc, oui, c'est bon. Alors oui, Amélie est obligée de partir. Elle a un autre rendez-vous. Notre Comment ça impératif. Elle était déjà? là. Ah oui, elle Déjà. était là pour la genèse du projet. Et Ceci dit, je n'ai absolument pas codé, donc je pense que je ne suis pas nécessaire, Tu as je vais apporté vous l'idée, laisser. c'était quand même pas rien. ah, c'est toujours, J'apporte toujours les problèmes, voilà. c'était le plus dur en fait, hein, parce que clairement, l'idée c'était de comprendre aussi, de comprendre tout ça. Donc en fait, on est parti sur cette idée d'application. Donc ce que je vous propose, c'est de voir directement à quoi ça ressemble, et ensuite on soulèvera le capot, puis on essaiera de voir un petit peu comment ça se passe dessous au niveau du code, parce que c'est ça qui va être intéressant aussi. Donc, je vais vous partager mon écran d'iPad. Donc, il faut savoir que, oui,
avant ça, l'application, elle a été développée en Swift, donc c'est le langage des applications, le langage d'Apple, le langage natif. Et j'ai utilisé le framework Swift UI, qui est le nouveau framework qui est sorti il y a quelques années, je crois que c'est 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Moi, j'avais appris à développer un petit peu avant avec l'ancienne méthode, on va dire, et je me suis mis au Swift UI, à ce framework-là, parce qu'il est très pratique pour la simple et bonne raison qu'il est compatible sur toutes les machines. C'est-à-dire qu'on peut développer avec le même framework, on peut développer pour de l'iPad, pour de l'iPhone. D'ailleurs, maintenant, il y a même plus de distinguo quasiment. Et on peut aussi développer pour du Mac et maintenant de l'Apple Vision Pro. Alors je vous avoue que ça, j'ai pas encore mis les mains, j'ai pas encore touché, mais je pense que ça risque d'arriver assez vite. Donc on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. Il va falloir qu'on te prête un Vision Pro, c'est ça que tu es en train de nous dire, hein. Ah non, mais après voilà, hein, c'est toujours pareil. Non, mais je sais que le Vision Pro, ce qui rentre en ligne de compte aussi maintenant, c'est qu'il faut bien maîtriser Unreal Engine aussi. Ouais. Parce qu'il y a une grosse, voilà, il y a une notion de 360 et c'est pas c'est pas le même jeu. Donc là, vous devez voir mon écran d'iPad et vous voyez que j'ai Affluence qui est en bas. Donc, quand j'arrive sur cette app-là, voilà le menu principal. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez épuré, assez simple et assez rapide à utiliser. Pourquoi? Parce que bah, vous avez compris le principe hein, pour l'affluence. Les enseignants n'ont pas beaucoup de temps à passer, ils doivent passer derrière chaque élève. Donc forcément, il faut un peu de temps et il va falloir rentrer les résultats de manière optimale. Et l'idée, c'était que la saisie soit très intuitive, ou du moins la plus intuitive possible. Alors, je sais que cette application, elle n'est pas parfaite. Il y a encore des choses qui sont améliorables, mais voilà, vous allez comprendre que ça a été un projet, et c'est un projet qui continue de mûrir, parce que ben, on le reverra ensemble. Une application, elle a plusieurs phases dans sa vie. Donc, quand on arrive sur le menu principal, la première chose à faire, c'est de charger ses élèves. Donc là, moi, je suis sur un compte de démo avec le très célèbre Marc Marquez, champion du monde de MotoGP, pour la petite anecdote, et Mercredi Adams, personnage charismatique en ce moment de la série. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir créer mes élèves ici et ajouter mes élèves directement. Voilà, alors en les prenant, je vais créer un Quentin Colombo au hasard. Et lui, il va être en classe de 6e C. Et donc là, c'est les différents groupes qui existent. Parce que les classes sont plus sous format de classe pour les cours de français dans le collège d'Amélie, mais ils sont sous format de groupe. Donc, hop, voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai mon élève qui vient s'ajouter. Et donc, alors j'ai été un petit peu vite, mais quand j'appuie dessus, je peux faire une saisie rapide. D'accord? Et là, on voit la saisie fluence. Bon, on va pas avoir cette clé d'entrée là tout de suite. On va revenir, on va d'abord créer tous ces élèves, mais je peux les trier par classe ou directement par classe ou par groupe. C'était une demande c'était une demande de la grande chef. Donc à partir de là, une fois que j'ai créé mes élèves, je vais dans l'onglet saisie et dans mon onglet saisie, je vais pouvoir sélectionner les élèves que je veux évaluer. Donc je peux en faire un par un, on l'a vu, mais je peux aussi faire à la suite et donc qui va me permettre de faciliter la saisie des données. Donc là, je vois que bah, j'ai l'élève Quentin Colombo, ça vient alimenter automatiquement sa fiche en haut, donc groupe C1. Et là, on va retrouver ici, dans la partie information générale, on va retrouver tous les éléments, les différents éléments qui étaient demandés vous vous souvenez, par le tableau de tout à l'heure. Donc, je viens renseigner son parcours, les parcours 2, 3 et 4. Donc, à partir de là, ça correspond ça au niveau de lecture. Là, ça dépasse mon domaine d'expertise, je dirais. Et ensuite, il y avait le type d'atelier. Alors, vous vous souvenez, il y avait plusieurs types d'ateliers. Et pourquoi ça a été une des difficultés? C'est que tout simplement, en fait, en fonction de l'atelier qui était proposé, ça va changer complètement le design en fait de la page.
Donc, si là, vous avez jamais développé, vous vous dites, oui, bon, ben, c'est normal. Si vous avez déjà développé des vues orientées objets, ben, vous allez tout de suite faire écho avec, alors désolé pour le jargon technique, mais il y a ce qu'on appelle des vues en state et des vues en binding, c'est-à-dire qu'on va avoir des vues mères et des vues enfants qui vont venir s'afficher en fonction des différents éléments. Donc voilà, les vues individuelles et numériques sont les mêmes, mais elles vont venir alimenter d'autres éléments. Bon, nous, on va se concentrer sur la dirigée, puisque c'est celle-ci qui est la plus complète, on va dire, celle qui nécessite le plus d'éléments. Et donc, comme je vous l'ai dit, une des premières difficultés, c'était que je devais gérer le fait que plusieurs enseignants se connectent à un même groupe d'élèves. Et ça, c'était assez compliqué en termes du dessous du code, on va dire, parce que la base de données qui stockait les éléments, les infos, les données qu'on enregistre au fur et à mesure, devait être accessible uniquement à un groupe d'enseignants, mais pas à d'autres. Autrement dit, si j'ai un élève qui télécharge l'application chez lui, par exemple, et qui essaye de se connecter, s'il n'a pas été validé par un administrateur, en l'occurrence moi, il ne peut pas se connecter. Pour la simple et bonne raison que c'est pour protéger aussi déjà les résultats, la saisie des résultats, et ensuite eh bien, les différentes données. Mais on y reviendra un tout petit peu après. Donc je continue. Bah, là, ça va être Amélie, par exemple, qui va venir évaluer. Et le texte qui vient choisir, donc ils ont une référence ils ont une base de référence de 6 textes. Donc là, c'était le texte 5, on a la date qui vient se mettre automatiquement. Le nombre de minutes, donc il a lu pendant 4 minutes et 0 secondes. La lecture, ça c'est la première lecture. La deuxième lecture, cette fois-ci, il l'a faite en 2 minutes. Et la première lecture, il a lu, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 60 mots. Et la deuxième lecture, il en a lu 80. Donc normalement, la deuxième est bien mieux que la première. Donc on voit qu'on a la vitesse de lecture. Bon, alors là, c'est complètement aberrant comme nombre, d'ailleurs. Je devrais mettre d'autres valeurs. Mais bon, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la progression. Et entre la lecture 1 et la lecture 2, on voit vraiment l'amélioration de l'affluence qui apparaît. Et ça va être intéressant parce qu'on va le faire sur plusieurs sessions. Donc on va voir au fur et à mesure l'évolution de l'élève. Donc là, on va venir alimenter les différents éléments. Donc bon, il a été plutôt irrégulier, décodage, je vous passe les éléments, hein, mais bon. Vous voyez, en fait, ça va assez vite parce que c'est juste à sélectionner, hein, j'ai juste besoin d'appuyer dessus, c'est des champs directement. Donc, j'ai pas besoin de venir renseigner différents points. Là, par exemple, erreur, je pourrais mettre le nombre de mots qu'il a oubliés ou des choses comme ça. Ça va pas venir influer, enfin, avoir un impact sur les vitesses de lecture, mais ça va nous donner des indications quand on va reprendre ensuite après les stats, parce que ben, le but, c'est quand même d'exploiter tout ça. Est-ce qu'il a respecté la ponctuation? Et ensuite, est-ce que j'ai rajouté un commentaire ou non? Là, je vais valider la session, confirmer, bien sûr, je vais confirmer. Voilà. Donc là, hop, ma session est finie. Si je veux changer et passer à Marc Marquez, j'ai juste besoin de cocher et je passe au suivant. Donc ça se fait assez vite. Maintenant, ce qui va être intéressant, si je reviens en arrière, c'est de voir la vue statistique. Pourquoi la vue statistique? Parce que le but, c'est de voir l'évolution de l'élève. Donc on pourrait faire un export avec bah, tout en haut à droite, vous voyez le petit logo qui est ici et qui permet de faire exporter directement l'historique de classe. D'accord? Je vais l'enregistrer, puis on ira regarder tout à l'heure à quoi ça correspond. Mais je peux aussi faire directement en vue applicative sur la tablette. Donc là, je viens de rentrer le score de Quentin et vous voyez que sur le côté, bon, ben, au niveau du graphique, il n'y a pas grand-chose qui apparaît, juste une barre latérale sur la droite. Mais pour le moment, c'est normal parce que on n'a fait qu'une seule saisie. Si je fais une deuxième saisie, il va venir prendre l'historique de la deuxième lecture et il va aller voir ainsi l'évolution du nombre de mots. Donc l'idée, c'est que l'histogramme augmente au fur et à mesure, puisque ça montrerait les progrès de l'élève. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est clair.
pour l'instant. Sébastien, tu me dis s'il y a des questions ou si toi, ça te Non, paraît pour clair, l'instant, on ça peut va, faire. ouais, ouais, c'est clair, ouais. O- Ok, Cool. super. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux exporter aussi par élève. Donc là, je vais exporter l'historique de Quentin, hein. Vous voyez la petite icône exportation en haut. Et voilà. Et je vais pouvoir ensuite récupérer le document. Donc, je vais dans Fichier. Hop, je vais dans Récent. Je vais voir mon historique de classe qui est ici. Donc là, j'ai toute ma classe. Donc vous voyez que bon, j'avais fait des petits tests avant sans rentrer de valeur, donc ça a pas trop de sens. Mais si je reviens sur l'historique de Quentin, voilà, je vois tous ces éléments. Et en page 2, ça vient toujours sur la page 2, le graphique. Page 1, on va avoir toutes les saisies. Et en page 2, on va avoir l'évolution graphique qui va changer. Donc ça, c'est intéressant après pour les profs de français, pour se les exporter, pour pouvoir les regarder. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez, comme Amélie l'a dit, il y a certains profs, par exemple, des profs doc, ils n'ont pas les élèves directement en classe. Pourtant, ils vont faire les saisies enfin, les évaluations de fluence des élèves. Par contre, les profs de français, a posteriori, après la campagne d'évaluation, on va dire, ils vont regarder les résultats et ces résultats-là, c'est ce qui va permettre après de mettre en place des plans d'action pour certains élèves, même pour tous les élèves, parce que les bons lecteurs, on peut aussi mettre des plans d'action pour qu'ils aillent un petit peu plus loin aussi. Mais ça permet vraiment aux profs d'avoir une vue a posteriori au calme, sans forcément avoir à reprendre le tableau, enfin le classeur qui était prévu initialement en salle des profs, puis il n'y a qu'un classeur pour tout le monde. Là, chacun va pouvoir se connecter. Donc, ça, c'est pour la vue classe. Et si je prends la vue individuelle, ben, c'est la même, hein, si ce n'est que, voilà, il n'y a que l'élève qui est concerné. Donc, on peut même imprimer directement la vue par élève aussi, si on la veut, et puis la glisser à son dossier. Enfin bref, on peut faire pas mal de choses. Après, je sais que dans un deuxième temps, ce qui m'a été demandé, c'est pouvoir faire un export en CSV, par exemple, ou en tableur, de manière à pouvoir après exploiter les données différemment. Ça arrivera dans une prochaine version. Le dernier menu, bon, je ne vais pas rentrer trop dedans, enfin, juste pour vous le montrer, mais c'est les credentials, etc. Et c'est surtout la foire aux questions d'utilisation. Alors, il faut savoir que Apple refuse de publier une appli s'il n'y a pas une foire aux questions qui est faite. Voilà, donc ça, bah, j'ai découvert, hein, c'est nouveau, voilà. T'as passé Bref, autant de temps sur la pour aux questions? non, alors foire aux questions, on va y revenir. Foire aux questions, j'ai tout simplement demandé à mon ami et mon assistant idéal, et on voit que ici c'est un site Notion. Donc je vais demander, rédige-moi une foire aux questions, et j'ai collé ça dans un site Notion que j'ai rendu public et que j'ai ensuite intégré directement le lien à l'app. Ok. Terminé. Rideau, bonsoir. Merci. Ça m'a pris finalement, quand j'ai eu l'info qu'il fallait ça, ça m'a pris du temps pour avoir cette info-là. Mais une fois que j'ai eu l'info, le problème était débloqué en quelques instants, on va dire. Donc il y a un dernier petit bouton qui est le bouton déconnexion. Normalement, il n'est pas censé déclencher, on n'est pas censé se déloguer, mais je vais simuler une déconnexion au cas où pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous montrer la page d'accueil parce que si vous téléchargez l'application sur le store, vous atterrissez automatiquement sur cette app-là. Or, comme je vous l'ai dit, il faut passer automatiquement par un mail par mois pour pouvoir vous créer le compte. Alors c'est un peu contraignant, je sais, c'est un petit peu, comment dire, artisanal pour le moment, mais j'ai pas trouvé d'autres solutions pour pouvoir gérer les connexions et gérer surtout qui a accès aux données. D'accord? Donc aujourd'hui, les données, d'ailleurs je vais y revenir, elles sont conformes au protocole RGPD, c'est-à-dire qu'elles sont stockées sur une base euh, européenne, donc avec tout un tas de protections, etc. Et justement, ça en fait partie. On a besoin de se loguer pour pouvoir y accéder. Et surtout, il faut que l'adresse mail soit associée à un établissement. Parce que sinon, en fait, c'est ça la clé. C'est que si les élèves appartiennent à un établissement et les profs appartiennent à un établissement, c'est le point névralgique, c'est le point central. À partir de là, quand le prof se connecte, il a accès à la base élève.
C'est aussi simple que ça. Donc là, normalement, si je me reconnecte, c'est à ce moment-là qu'on a l'effet Bonaldi. J'espère que j'ai pas la poisse. J'ai testé encore tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc là, moi, hautement sécurisé, hein, AZERTY. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et tout se passe bien et je me connecte. Voilà. Et donc, bah, si j'arrive normalement, voilà, on retrouve mes élèves, notamment le dernier que j'ai créé. Enfin, tout fonctionne. Voilà un petit peu pour le mode de fonctionnement de cette app. Donc, du tableur, de l'idée du tableur, enfin, ou du tableau papier, on est arrivé sur cette application-là qui permet de sortir des stats et de faire de la saisie un petit peu plus rapide. Ça marche aussi sur iPhone. Ça veut dire que même si on n'a pas d'iPad, on peut s'en servir aussi sur iPhone. Alors, pour être transparent, j'ai essayé, promis, j'ai essayé parce que j'avais un peu de temps de le développer sur Android. J'ai arrêté. Même avec les outils que je vais vous montrer dans quelques instants, ça prouve que l'humain a encore une place dans le programme et enfin, ou du moins dans le process de développement. Juste avant ça, je voulais vous montrer le cycle de vie d'une application. Donc, je vais réduire ça et puis hop, je vais vous partager ça. Alors, c'est un document en anglais parce qu'il est copié-collé d'une keynote appleienne. Moi, une Euh, question, si tu permets, que tu ailles plus loin. oui, C'est quand tu dis développer justement pour Android, c'est dans la même suite d'outils ou c'est un outil différent? alors non, non, non. En fait, Android, leurs applications, elles sont développées dans un langage. Alors en vrai, les langages se ressemblent beaucoup. Mhm. Mais c'est développé dans un langage qui s'appelle Kotlin. Ok. C'est le langage Android et ils ont un IDE aussi, un logiciel de développement qui n'est pas Xcode, celui que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est celui d'Apple. J'ai essayé vraiment de m'y mettre, mais honnêtement, alors je pense que j'y ai pas consacré assez de temps, mais ça nécessite quand même une petite formation au préalable. Voilà, des bases que j'ai pas forcément encore. Donc pour moi, développer en Kotlin pour le moment, c'est pas encore accessible. J'ai déjà bien assez à faire avec le Swift. Mais je sais qu'à terme, ce sera potentiellement une idée de développement, enfin une idée voilà, d'axe d'amélioration. Non, non, l'idée c'était de savoir si c'était un autre outil. Merci beaucoup. Ouais, 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 c'est outil. Alors, après, je sais qu'on peut aussi, il y a des langages transverses. Alors là, je vais pas parler d'outils et d'IDE, mais bon, voilà, si on prend VS Code par exemple, qui est super, un super outil, notamment moi je m'en sers beaucoup pour le Python, mais on peut développer pour les deux plateformes, c'est-à-dire Android et Apple, en React par exemple, mais ça nécessite, voilà, par exemple, un apprentissage du langage aussi. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas spécialement le temps, c'est pas mon métier de développer, quoi. Mais c'est possible. Après, on n'a pas, je sais que pour en avoir discuté avec des collègues, on n'a pas toutes les spécificités de l'un ou toutes les spécificités de l'autre. Donc, bon, voilà, à voir, à tester. Là, je vous ai mis un petit peu le cycle de vie d'une application. Donc à la base, on a un plan et ce plan, ben, ça va être des schémas. Alors moi, je sais que j'aime bien faire des cartes mentales de projets avec voilà où je réfléchis un petit peu à haute voix et à l'écrit sur comment ça fonctionne. J'essaye de me faire un schéma à partir d'une vue centrale, voilà, de manière à pouvoir essayer de cerner au maximum le projet. Pour la simple et bonne raison que ça va me permettre de cibler les fonctions clés d'abord, donc tout ce que je dois développer en priorité. Ensuite, ça va me permettre d'avoir une vue à peu près de l'UX, c'est-à-dire de la forme de l'application. Et ensuite, maintenant, je vous ai pas prévu une démonstration directe, mais je vous dis que ça fonctionne parce que je l'ai testé plusieurs fois. Mais à partir d'un schéma que vous entrez dans ChatGPT, par exemple, ça va vous développer la vue que vous voulez aussi. Et ça, c'est assez puissant et bluffant. Même parfois, ça fait un peu peur quand même. On se dit, waouh, c'est quand même puissant, puissant. Donc en gros, vous schématisez votre vue avec des logos, avec du texte, même écrit manuscrit. Des fois, j'écris qu'en manuscrit.
le truc, ça détecte votre vue et ça vous propose un standard déjà enfin, plutôt correct, quoi. Ou après, derrière, vous avez juste à retoucher quelques petits points. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir la partie développement à proprement parler. Donc, c'est là où on va beaucoup jongler entre deux outils que seront ChatGPT et Cursor. Vous allez comprendre après pourquoi. Parce que l'idée, c'est de gagner du temps sur l'écriture du code. Après arrive la phase de test où là, vous pouvez lancer votre application sur un petit groupe de testeurs. C'est ce que je vous montrerai à la fin. Ensuite, une fois que on va valider les tests, on va sortir une première version qui n'est jamais parfaite. Clairement, il manque toujours des options, voilà. Mais l'important, c'est de sortir son application, avoir l'idée le premier ou sortir. C'est ce que je dis toujours moi à mes étudiants. C'est peu importe si vous n'avez pas développé toutes les features que vous vouliez, si vous n'avez pas encore fait toutes les options, ou si le petit bouton il n'est pas la bonne forme que vous vouliez, etc., etc. Sortez votre application. Et ensuite, après, vous pouvez, vous pouvez avoir les mises à jour. C'est d'ailleurs pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression, mais il y a certaines applis que vous téléchargez, des applications tierces notamment, il y a pratiquement tous les jours au début des mises à jour. Et vous avez toujours des mises à jour. C'est deux choses. Un, les corrections de bugs. Et deux, c'est quand on implémente de nouvelles fonctions. Donc voilà, soyez pas surpris et maintenant vous savez pourquoi il y a ces choses-là. Et c'est pas forcément des choses visibles. Des fois, c'est juste de l'amélioration ou de l'optimisation de code, enfin de programme. Donc on le voit pas, mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mises à jour. Et donc c'est pour ça que voilà, les test release, c'est ce que je disais. Et ensuite après on a les sorties finales, on va dire, avec la version vraiment quasi terminée de l'application. Et ensuite, eh bien, on continue, on reprend le cycle, c'est-à-dire que bah, je veux avoir de nouvelles fonctionnalités parce que mes utilisateurs m'ont laissé des commentaires ou des choses comme ça. Boum, je fais un plan, qu'est-ce que je dois développer en premier, etc., 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 etc. Voilà pour le cycle de vie. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu ça. Et, pardon, vas-y Sébastien, tu allais dire? Je dis que c'est très clair. Bon. Et il faut savoir qu'à chaque étape, Apple vous met pas des bâtons dans les roues, mais il y a toujours il y a toujours des petites spécificités qui sont liées à Apple, qui sont aussi gages un peu de leur qualité. C'est-à-dire que, par exemple, pour publier sur le store, sur le store de développeurs, déjà, bon, il faut avoir une licence développeur. Ça coûte $100 à l'année. Donc bon, c'est pas pour pouvoir publier, hein, juste pour pouvoir publier une application. Je parle pas de l'utiliser pour vous en local, parce que vous pouvez vous faire une application que vous utilisez vous en local. Mais par contre, si vous voulez la publier sur le store ou même faire des tests sur un groupe, automatiquement, il vous faut une licence développeur. Ensuite, euh, à chaque fois que vous déposez une application sur le store d'Apple, il y a des petits éléments à renseigner. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, votre app va être optimisée pour une certaine catégorie d'âge? Est-ce que va y avoir des scènes d'horreur? Enfin, plein de petits détails comme ça qui font que à chaque fois, ça bloque votre parution. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et là encore, moi, ChatGPT m'a beaucoup aidé sur certaines spécificités, on va dire, parce qu'à chaque fois, en fonction des réglementations, vous allez avoir des petites choses à rajouter ou à enlever dans votre application pour pouvoir respecter les standards. Ça, c'est très important. Dernier point, et après, promis, on passe à la pratique. Euh, il faut savoir que tous les codes sont vérifiés. Une application, quand vous la publiez, il y a toujours deux. Ah, oh, j'ai coupé mon écran, ça a coupé la lumière. Il faut savoir qu'il y a toujours une vérification humaine de votre code derrière. Pourquoi? Alors déjà, il y a une pré-vérification par des IA, je pense, derrière pour voir si vous n'avez pas usurpé du code de quelqu'un d'autre sans l'accord. Et ensuite, voir surtout si votre application, elle ne renferme pas du virus ou je sais que j'avais déjà vu ça
il y a un petit moment où, quand c'était la grande mode du crypto, avec des applications anodines, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était du partage de photos, mais qui en fait derrière utilisait la ressource de votre téléphone pour miner du Bitcoin, etc. Enfin, bon voilà, il y a des trucs surréalistes. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Il y a toujours quelqu'un qui vérifie et qui autorise ou pas votre publication d'application. Maintenant, comment ça se passe? Donc, tout commence par Xcode. Xcode, c'est l'IDE, c'est donc le logiciel qui sert à développer sur Mac en Swift. Il y a d'autres logiciels qui existent, mais celui-là, c'est le natif, c'est celui qui est développé par Apple, celui que j'ai utilisé moi pour l'application. Ensuite, alors je vais essayer de réduire un petit peu pour que vous voyez, mais concrètement sur le côté, on va avoir, alors ici c'est une app terminée, au départ il n'y a rien. Euh, c'est euh, c'est ici que vous allez avoir les vues, toutes les vues ou tous les fichiers que vous allez rajouter à votre application. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais concrètement, voilà, chaque petit fichier est une vue avec son propre code, avec voilà, ses différents éléments, etc., etc., etc. Donc, on a pas mal d'informations. Et une bonne pratique que moi j'avais appris quand j'ai commencé à développer, c'est d'avoir on va le qualifier comme ça, mais du recyclage de vue, c'est-à-dire que par exemple, si je sais qu'un bouton va être utilisé plusieurs fois dans ma vue, à chaque fois, je ne vais pas m'amuser à redévelopper le même bouton. C'est-à-dire que je vais développer un bouton générique que je vais appeler à l'intérieur de mon projet pour la réutiliser. Dis-moi. Non, non, j'écoute, j'écoute. Ah, pardon, pardon. Donc voilà, à chaque fois, on va avoir par exemple des modèles. Donc là, les modèles, ça va être tout simplement pour ceux qui ont fait pour ceux qui font déjà du développement de la programmation orientée objet, ça va être en fait les cartes d'identité de certains objets. Donc moi, j'ai un objet enseignant, un objet élève, etc., etc. Ensuite, les vues modèles, c'est ce que je disais, hein, voilà, c'est une vue générique qui va être appelée un peu plus tard. Ensuite, ben, je vais avoir mes vues classiques. Et ensuite, je vais avoir comment on appelle ça? Les outils qui vont venir me permettre d'aller chercher les infos. Par exemple, où est-ce qu'il est? Tac, hop, si je fais ça, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où? Tac, mince, je l'ai sauté. Vue d'identification. Ouais, voilà. Donc là, c'est ma vue, mais dedans, en fait, j'ai intégré directement le système qui va me permettre de faire des requêtes à ma base de données. Parce que les données ne sont pas stockées directement sur l'application. Sinon, ce ne serait pas possible. Voilà. Donc, comment faire tout ça? Parce que clairement, là, donc ça a été fait en un mois, à peu près, plus les corrections de bugs, etc. Tout seul, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment donné, ne serait-ce que l'écriture, etc. Moi, c'est pas mon métier de développer. Écrire tout le code comme ça, même si on y passe quelques nuits, il y a un moment donné, c'est pas forcément simple. Donc, il y a un moyen de se faciliter un petit peu la vie. Et pour ça, c'est ChatGPT. Donc, ChatGPT, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un projet. Alors après, là, c'est la version, j'ai pris la version payante, mais c'est un projet qui est fait. Et quand vous créez des projets dans votre interface de ChatGPT, vous allez avoir la possibilité de pré-prompter, c'est-à-dire de pré-paramétrer des instructions voilà, pré-enregistrées. Donc vous voyez, moi là, j'ai pas mis grand-chose. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué, des fois un peu moins. Tu es un expert en développement iOS, macOS et iPadOS. Tu connais toutes les bonnes règles de développement pour ce type d'application. Tu t'es spécialisé dans le Swift UI, mais tu connais également les anciens frameworks. Tu donnes des réponses en expliquant chacune d'elles, c'est mon côté prof. Tu attends bien la validation de ton opérateur pour passer à l'étape suivante. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais ouvrir une discussion dans ce projet, ça va être automatiquement en rapport avec du développement iOS et il va à chaque fois m'apporter des éléments
en rapport avec mon développement iOS. Donc, si par exemple, je prends, alors pas celle-là parce que ça, c'est la nouvelle, mais c'est pas très grave, après, au pire. Mais vous allez voir, donc la conversation, vous voyez, il y a des tonnes d'échanges. C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT va me servir vraiment d'assistant. Ok, ça va être ma petite main, entre guillemets, qui va me proposer des choses. Et en fonction de ce qu'il va me proposer, moi, je vais dire en langage naturel, ok, ça on fait pas, ça me va, ça me va pas. Est-ce qu'on peut pas modifier ça, etc., etc. Tout en sachant que l'idéal, c'est, même si vous êtes novice, l'idéal, c'est d'avoir quand même quelques bases de bon fonctionnement. Déjà, par exemple, l'architecture MVVM qui permet d'avoir, c'est ce que j'expliquais avec des mots euh, comme réutilisation ou comme catégoriser en fait ces différentes vues, par exemple. C'est ce qu'on va chercher à faire avec ce modèle-là. C'est pas propre au Swift, hein, c'est vraiment une logique de pensée quand on va faire de la programmation orientée objet. Et donc là, ce que je lui avais mis comme prompt, pardon, de départ, on va partir sur un nouveau projet. L'idée serait de créer une application qui pourrait recenser la présence des élèves. En gros, tu aurais un QR code qu'il présenterait devant la caméra de l'iPad. Celle-ci enregistre la présence et le stocke dans une base pour pouvoir faire des statistiques finales. N'oublie pas que l'architecture MVVM, donne-moi un plan et une archi à préparer. D'accord? Vraiment très simple. Je ne parle même pas de code au départ. À partir de là, bon, il y a toujours un peu ce flatteurisme-là qui est spécial. Mais bon. Donc, il me propose un plan avec différentes étapes, avec différents éléments, etc., etc., etc. Et ensuite, voilà, il va commencer à me rentrer un petit peu dans les détails. Euh, Moi, là, je trouvais qu'il me donnait déjà beaucoup trop d'éléments. Donc, voilà, c'était ça qui m'intéressait au départ. Là, c'est mon architecture, la structure de mon projet. Donc vous voyez que ici, alors on n'est plus sur, je vais vous remontrer le nouveau projet. Hop, Open Recent, Scan Me. Voilà. Hop, tac. Donc vous voyez ici l'architecture qui est proposée sur le côté. Si je reviens sur l'archi proposée par ChatGPT, vous voyez que je m'en suis pas trop éloigné. C'est-à-dire que bah, il m'a proposé des dossiers. À l'intérieur, j'ai des vues. J'ai dit OK. Maintenant, on peut aller encore un petit peu plus loin en combinant ChatGPT, qui va être un peu la tête pensante, à un autre outil de développement qui s'appelle Cursor. Cursor, dans sa version, je ne parle pas de la nouvelle version parce qu'ils en ont sorti une toute nouvelle là qui est pas mal du tout, mais dans sa juste ancienne version, la version juste avant, celle que j'ai utilisée pour développer cette appli-là, en fait, elle va être très très simple. Vous allez ouvrir directement l'application et vous voyez qu'on retrouve vraiment les éléments. On pourrait même s'en servir d'IDE quasiment, hein. Je pourrais même écrire du code, tout simplement me passer d'Xcode. Vous allez comprendre que je ne le fais pas, tout simplement parce que Xcode m'apporte un petit peu plus de fonctionnalités que je n'ai pas forcément dans Cursor. En revanche, ce qui va être très intéressant, c'est cette partie-là, la partie chat de Cursor. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dès que je vais vouloir, par exemple, écrire le code d'une page, je lui dis, OK, par exemple, donne-moi le code de attendance app.swift. ChatGPT, si je lui demande comme ça, boum, il va me le donner, je vais devoir faire un copier-coller. En revanche, si je lui dis, OK, donne-moi un prompt cursor pour écrire toutes ces vues, là, il va me générer. Alors, je vais essayer de vous trouver un passage où je lui demande directement le prompt cursor. Hop, tac. Ça, voilà, là, on voit. Hop, alors c'était les corrections de bugs, mais voilà. Voici un prompt cursor en un seul bloc à partir de l'application. Hein, tac,
il ne touche pas au fichier. Bon, ouais, je vous passe les détails parce qu'on était dans une situation, une autre situation, mais concrètement, c'est le même principe. Il me sort directement mon prompt complet de Cursor avec ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas toucher, parce que Cursor a un peu tendance à tout toucher, ce qu'il doit pas toucher, ce qu'il doit modifier, comment il doit le modifier, etc. À la fin, j'ai juste à copier le prompt dans Cursor. Et Cursor va directement écrire sur mes fichiers. Moi, mon rôle en tant qu'humain là-dedans, ça va être, une fois que les modifications sont faites, il me propose toujours, je demande toujours un compte-rendu de ce qui a été fait, de voir ce qui a été touché, de voir, de comprendre. Normalement, il touche pas à la logique, mais s'il le fait, qu'il m'explique pourquoi il veut toucher ça, pourquoi il veut faire ça, parce que des fois, bah, ma logique, c'est pas forcément la logique la plus optimale. Donc, l'idée, c'est que j'ai un compte-rendu. À partir de ce compte-rendu, moi, je vais faire une simulation directement dans Xcode. Donc, je vais en faire une ici, juste pour que vous voyez. Donc là, je vais simuler, par exemple, un iPad. Donc, je vais lancer le build et vous allez voir, en fait, Xcode va me lancer normalement. Là, c'est la dernière version, il n'y a pas de bug, mais normalement, on va le laisser mouliner le temps qu'il charge, hein. Le premier build est toujours un petit peu plus long. Et ça va me permettre de contrôler ce qu'a fait Cursor. À partir de là, j'ai des modifications à apporter. Soit je peux les apporter moi-même, soit ça peut être au-delà de mes compétences, parce qu'il y a des fois des choses qui sont très compliqués et qui mettent en place très compliqués. Là, par exemple, dans cette application, j'ai utilisé des bibliothèques que j'avais jamais utilisées. Par exemple, ici, c'est une application qui sert à scanner des QR codes. J'avais jamais utilisé la bibliothèque qui sert à activer l'appareil photo, par exemple. Donc là, pas grave, euh, on en apprend tous les jours, c'est pas un problème. Donc j'ai dit ok, ChatGPT, tu me proposes ça, par contre tu m'expliques à chaque fois pas à pas. Donc ça a deux vertus, hein. La première c'est que ça me propose quelque chose de viable, qui fonctionne, et la deuxième c'est que j'apprends aussi à l'utiliser. Et je comprends aussi que ben, j'ai besoin d'utiliser ça pour activer ça, etc., etc. Donc voilà, là on voit qu'il s'est le simulateur s'est ouvert. Donc là il est en position paysage parce que j'avais déjà simulé un petit peu auparavant. Là, on voit qu'il est en train de charger l'appli. On va lui laisser encore un tout petit peu de temps, le temps qu'il la lance. Voilà, hop, je vais me mettre en, en paysage. Mince, je lui ai demandé un peu trop violemment. Normalement, ça devrait aller. Allez. Oui, alors j'ai pas besoin du son. Pour le temps qui continue de charger, je vais vous montrer aussi. Donc, où j'en étais? J'ai perdu le fil. Oui, donc cursor. Donc en fait, l'idée, ça va être de jongler. Voilà, ça y est, il est arrivé. L'idée, ça va être de jongler entre faire des allers-retours entre les différents outils, c'est-à-dire ChatGPT et Cursor. Alors, plusieurs points. Donc, avant de vous montrer, enfin, je vous montre juste, voilà, c'est vraiment une app fonctionnelle, hein, qui marche. Je vais vous la montrer plutôt sur une tablette, c'est plus parlant, parce que là, je peux pas utiliser l'appareil photo. Voilà, il est indisponible sur le simulateur, mais bon, c'est pas très très grave. Et donc, ainsi, je vais pouvoir, moi, faire des premiers tests, on va dire, d'usage et refaire le chemin avec ChatGPT. Deux choses. La première, c'est que depuis la sortie du nouvel OS, dans Xcode, on a un assistant de codage. On peut coupler son Xcode avec son chat GPT, ici. Alors, moi, j'ai essayé. Honnêtement, pour l'instant, je suis pas encore trop convaincu parce que j'ai pas la possibilité de venir. En fait, ça ne vient pas alimenter mon historique. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des IA génératives, c'est-à-dire pratiquement 90%, voire 95% de la population aujourd'hui, euh, quand vous faites des requêtes, l'IA, elle apprend de ce que vous lui demandez à chaque fois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, à force, vous avez vu le
projet que j'avais déjà développé, ça comprend ma façon de travailler, ça comprend ma méthodologie. Et donc, à partir de là, ça vient me proposer des features en relation, enfin, ou du moins en corrélation avec ce que j'ai déjà demandé avant. Donc, en fait, ça me permet, ça me connaît. Et ça vient alimenter, à chaque fois, ça vient alimenter mon historique. Or, là, avec le chat GPT qui est intégré à Xcode, ça ne m'alimente pas tout ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je ne peux pas pré-prompter le chat GPT de Xcode. Voilà, donc à chaque fois, il faudrait que je re-rentre le contexte, le prompt, etc., etc., ce qui n'est pas forcément toujours idéal. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que je vais retrouver des fonctionnalités que j'avais dans Cursor, que j'avais pas avant. C'est-à-dire que là, je vais lui demander, modifie-moi juste cette vue-là pour améliorer le design. Là, j'ai pas besoin que ce soit très compliqué. C'est lui, ChatGPT, qui va venir travailler directement dans mon Xcode. Voilà, tu Voilà, ça, l'utilises en second temps, en fait. Ok, ouais. exactement. C'est plus vraiment en petit backup ou par exemple quand j'ai des erreurs de compilation, là, hop, je lui fais passer un petit coup dans ChatGPT pour qu'il essaye de me déterminer un petit peu le truc. Et je lui demande même parfois, en fonction de ces erreurs-là, donne-moi un prompt cursor que je vais directement aller coller dans cursor pour venir régler les erreurs. Parce que cursor est vraiment, vraiment pour la gestion des bugs plutôt pas mal. Alors, pas tout. Pas tout. Je vais nuancer mes propos parce qu'il y a des fois, ça en met plus partout qu'autre chose. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de devoir récupérer des sauvegardes précédentes. Mais bon, voilà, parce que c'est l'habitude aussi de stocker au fur et à mesure que dès que j'ai une version bonne, tac, j'exporte sur GitHub pour être tranquille. D'ailleurs, ceux qui connaissent pas, ça peut, voilà, vous hésitez pas à m'écrire si vous voulez pour savoir comment mon process. Mais concrètement, c'est toujours la même chose. Mais dès que j'ai quelque chose qui fonctionne, clac, j'upload sur GitHub, je crée une nouvelle version. Comme ça, je suis tranquille. Si j'ai un problème, je peux revenir en arrière. C'est toujours cette chose-là. Je vois le temps qui défile. J'avais prévu de vous faire une petite démo pour voir comment ça fonctionne. On a un peu de temps ou pas, Seb? Oui, vas-y, oui, mais peut-être montrer Scanmi. Ah, ouais. Tu peux Alors, nous montrer sur l'iPad, mais comme tu veux, sinon après on peut faire aussi une petite démo en temps réel. je vous montre ScanMe Oui, on va faire deux, trois trucs. et après on verra ce sera pour l'enregistrement. Euh, S'il y a des gens qui veulent partir. ScanMe, c'est parti pratiquement pareil. Alors, la muse était pas la même. Là, c'était Arnaud Darigrand qui intervient régulièrement pour CSC aussi, et prof d'éducation musicale dans l'établissement d'Amélie. Et c'est parti quand on est allé à Ludovia cet été. Il m'a dit, ah ouais, mais moi j'ai vraiment un problème pour faire l'appel pendant mes cours. Notamment à la chorale, parce qu'il a une centaine d'élèves qui participent à la chorale, donc c'est un peu compliqué. Il prend beaucoup de temps pour faire l'appel, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire un truc? Je me suis dit, bah oui, ou pourquoi pas. Alors, ce qu'il faisait avant, c'est qu'il utilisait Plickers. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de comment ça fonctionne, etc. Mais ça implique une logistique un peu conséquente. Et donc là, l'idée, c'était de développer une app où les élèves ont un QR code attitrés qu'ils ont collé sur leur fichier de chorale, par exemple, ou n'importe, après, suivant les activités. Mais là, c'était vraiment la chorale. Donc, ils collent le QR code qui est le leur directement sur leur fichier. Et à partir de là, Arnaud, le prof, lui, il lance une session, on va dire, et il a un scanner directement qui apparaît sur son iPad. Et les élèves ont juste besoin de passer le QR code quand ils rentrent dans la salle. Ils passent devant le QR code et ça enregistre leur présence. Donc, petite démo, je vais vous partager. Donc, ça marche pour la chorale, mais il a aussi un atelier, par exemple, il a un atelier podcast. Il fonctionne pareil. Et donc, ce qui était intéressant pour lui, c'était surtout de voir l'écart, enfin la différence entre les élèves qui sont inscrits, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Parce que sans avoir besoin de faire un tri ou faire quelque chose comme ça. Donc, est née de cette idée l'application ScanMe. Donc ScanMe, quand on arrive, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, sauf que là, on a le scanner, donc vous voyez, hein, l'appareil photo qui fonctionne.
Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir venir cette fois-ci ajouter des élèves. Donc on retrouve nos fidèles. Ah, j'ai pas mis Marc Marquez, mais bon, j'ai mis Martin Platon, fidèle descendant. Donc ce qui va être intéressant dans celle-ci, donc vous voyez qu'il y a eu de la progression par rapport à Affluence, c'est que j'ai mis un système où on peut importer directement en masse les élèves. Et donc à chaque fois, ça génère un QR code individuel qu'on peut partager directement à l'élève, voilà, par AirDrop par exemple, ou par Pronote, ou ce que vous voulez. Ou alors, je peux tout simplement exporter directement toute la liste de PDF en appuyant sur le petit bouton export ici. Et vous voyez, alors je ne vais pas l'enregistrer, mais vous avez compris, on voit la liste hein, en haut de tous les PDF. Donc après, si on veut les découper et les distribuer aux élèves, c'est aussi possible. Donc, une fois que j'ai créé ma liste d'élèves, et puis je peux rajouter des élèves ou en supprimer dans l'application, je précise, euh, directement en swipant, en décalant, et puis en venant, hop, supprimer l'élève, ou en ajoutant, tout simplement en venant ajouter, voilà, n'importe, un élève directement manuellement. Ça arrive quand on a des élèves qui quittent les clubs, par exemple, ou qui s'ajoutent en cours, ou qui viennent d'arriver en cours d'année, ou des choses comme ça. Une fois que l'élève est créé, on va créer son activité. Donc, à chaque fois, bon, là, j'ai mis quelques exemples. Là, on va en créer une, hop, juste pour la forme. Donc, ici, ça va être Club Coding. Hop, Coding. Et ça m'a mis Codina. Ok, bon, correcteur automatique. Allez, tac. Donc, c'est pas grave. Je vais venir ici et je vais venir. C'était pas voulu, mais c'est pas mal. Tac. Et donc, quand je clique dessus, j'ai la liste de tous mes élèves que j'ai enregistrés. Et donc, je vais pouvoir venir sélectionner par classe les élèves qui sont inscrits. Donc là, bah, j'ai voilà, ces quatre élèves-là et je vais enregistrer. Maintenant, démarre une session du club coding. Donc, j'ai besoin de démarrer mon scanner. Pour ça, il faut que je vienne récupérer l'ID, puisque ben, il faut quand même que j'explique à l'iPad qui va scanner de quel club il s'agit, hein. Ça pourrait être le podcast, ça pourrait être la chorale. Non, ici c'est le coding. Ok. Donc là, je viens de scanner l'ID. Hop, celui-là, je l'enlève et je colle. Hop, voilà, paste. Ok. Voilà. Donc là, il sait que comment on appelle ça? J'ai mon activité qui est faite et alors vous le voyez pas, mais sur mon téléphone, j'ai déjà préchargé le QR code je crois que c'est Mercredi Adams. Et donc quand l'élève vient passer, hop, vous voyez, ah là on a vu, elle a déjà scanné, on a vu le petit vert rapidement, et si elle essaye de repasser, tac, déjà scanné, donc c'est bon, ok. Ce qui va maintenant être intéressant, c'est que si je viens sur mes stats, mettons que comment on appelle ça? Ah tiens, pourquoi il ne la met pas là? Étonnant. Ah oui, activité. Ah ben non. Bah, bizarre. Bon, c'est pas très grave, mais je l'ai fait tout à l'heure, donc hop. Si je vais voilà, sur podcast, tout à l'heure je l'ai testé. Si vous voyez ici, quand j'ai scanné, j'ai fait exactement la même manip. Là, je vois que Mercredi Adams a badgé et ben, Quentin était absent. Et ce qui va être intéressant, c'est que je peux faire également mon export tout simplement dans mon fichier. Je vais enregistrer. Bon, là, je l'ai fait tout à l'heure. Hop, donc on a déjà un élément. Et si je viens faire mon export, tac, j'arrive ici et voilà, j'ai bien ma feuille de présence. On est aujourd'hui le 6, mercredi à badger, Quentin était absent alors qu'il était inscrit. Voilà comment ça fonctionne. L'idée, c'est là pour l'instant, l'application, elle n'est pas encore sortie sur le store, elle est en test justement directement. Arnaud est en train de la tester. C'est ce que j'allais Donc, te demander. ouais, pour l'instant, elle est encore en phase de test parce que
Ben voilà, là par exemple, je vais voir pourquoi il y a pas eu la remontée, hein. C'est un peu bizarre. Pourquoi il me change pas la vue? Mais c'est juste une histoire de variable, je pense. Et donc, au fur et à mesure, ben voilà, c'est un peu le principe. Comment dire, on a un système d'aller-retour, hein. La phase de test, c'est un petit peu comme ça. Donc là, pareil, dans les réglages, ce qui va être intéressant cette fois-ci, j'ai également fait une page de déconnexion, reconnexion. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de passer par moi. C'est-à-dire que là, comme il n'y a pas une obligation que d'avoir plusieurs enseignants sur la même session, c'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit que vous vous créiez une session et que derrière, après, bah, vous vous connectiez. Et si vous n'avez pas de compte, bah, tout simplement, vous vous créez un compte avec email, mot de passe. Dans un second temps, seront intégrés ce que je parlais dont je parlais tout à l'heure, hein, les features en général de connexion avec Google, Microsoft, Apple, etc., etc. Ça arrive dans un second temps. Ça va faire partie des prochaines versions. Voilà pour cette petite application. Top. Tac. Donc, si je vous montre juste un tout petit projet, on va partir sur quelque chose d'assez simple, juste pour que vous vous montriez. On va faire une vue, hop, new, hop, allez, new project. Voilà, je veux une app. Tac. Ok. Là, ça va être test cursor. On va pas faire quelque chose de très compliqué. Ok, hop. Ok, donc là, vous voyez vraiment la vue de base d'Xcode quand vous créez un projet. Ok, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ChatGPT et je vais lui demander tout simplement, euh, hop, tac, hop, hop, voilà. Je vais lui demander tout simplement ici, donc, donne-moi un prompt cursor pour une, une application à vue unique. euh, on va dire pour créer un, un compteur de, de tours, par exemple. Très bien pour les profs de sport. Comment? Je dis très bien pour les profs de sport. Exactement, voilà, l'app counter. Donc, j'ai pas eu besoin d'écrire beaucoup de trucs. Voici un prompt complet. Donc là, si on avait vraiment voulu faire les choses propres, etc., il aurait fallu demander l'archi, etc., etc. Bon, vous avez compris le truc. Là, c'est vraiment pour faire quelque chose d'assez simple. Donc là, j'ai mon prompt cursor. Très bien. Je vais le copier. Maintenant, je vais ouvrir cursor. Là, je vais venir chercher, hop, mon dossier qui comprend voilà, test cursor, qui comprend mes éléments. Et donc, va apparaître ici, hop là. Une fois que c'est chargé, voilà, tous les éléments qui sont là. Et donc, ce qui va être intéressant, hop, pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas mis? Hop, toggle, il est là. Tac, hop, je vais rappeler lui, et je vais coller. Tac, voilà. Alors, j'ai juste ce petit truc qui me gêne. Tac, voilà. Et là, je lui lance le truc. Ok. Donc là, lecture des fichiers, voyez tout ce qu'il fait. Ok. Et là, on voit qu'il est en train de travailler. Donc, ce qui va être génial, on attend un petit peu, il va lancer, et une fois que c'est fini, on va aller voir ce qu'il nous fait dans Xcode. Directement. Ouais. Et franchement, ce qui est pratique, bon là, je ne vais pas demander qu'il me fasse le récap, etc. Peut-être qu'il va me le faire parce qu'il commence à me connaître. Vérification des erreurs. Ok. Planning next move. Y compris les bonus. Je vois création de l'application Lab Counter avec toutes les fonctionnalités demandées, y compris les bonus. Ouais, parce qu'il m'avait mis, parce que ChatGPT avait anticipé. Enfin, bon, il faut faire attention parce que des fois ils mettent un peu n'importe quoi, mais Et du coup, ça peut être plus de vérification avant de l'envoyer en publication sur le store.
Ouais, voilà, par exemple. Alors moi, ce que j'aime bien faire à la fin, quand tout est fait, je lui demande qu'il me documente mon code, par exemple, ou qui m'optimise un petit peu le code. Même si, Hmm. voilà. Donc là, on a on a déjà une pré-version, donc vous voyez que ça a été assez vite. On va le lancer juste sur le simulateur sur un téléphone. Allez, les nouveaux iPhone 17 Pro Max. Et on va le lancer. Donc là, j'ai lancé le build. Il me met une petite erreur en jaune, donc c'est pas une erreur significative pour l'instant. On va pas s'en occuper maintenant, c'est pas le but. Build succeed. Ok, donc on va aller voir ce que ça donne. Et vous voyez on a mis quoi, 2 minutes? On va Ouais. avoir un petit truc. Je pense que ça doit être un peu fonctionnel. On a déjà une petite preview là sur le côté. Après, est-ce que ça va fonctionner de prime abord comme ça sans toucher? Je sais pas. On va voir. Mais parce que des fois, voilà, faut changer des petites vues, etc. Après, si on regarde d'un point de vue logique, etc. C'est quand même assez propre, si ce n'est que bon, là, je vais demander qu'une seule vue, mais tout ce qui est structure là d'un tour, moi je l'aurais déporté sur sur une autre vue. Euh, à l'intérieur, voilà, on a des objets qui sont pas spécialement, qui n'ont pas leur place ici tout de suite. Bon, ça, c'est des choses qui sont à peaufiner et honnêtement, tant qu'on, suivant le type d'application, quand on est professionnel, ces choses-là, on les connaît. Quand on n'est pas professionnel, ça fait quand même le job. Et c'est ça qui est Hmm. intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un résultat si on se remet dans un contexte pédagogique. Si vous voulez faire ça même avec des élèves, ça marche très très bien. Et ça peut être vraiment bluffant. C'est-à-dire que vous pouvez, même si vous n'y connaissez rien en développement, développer un projet sans forcément avoir de connaissances avancées et avoir un résultat plutôt propre. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas il a pas d'icône, mais c'est un peu normal puisqu'on lui en a pas donné. Donc là, il est encore en train de charger. Voilà, ça arrive. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il a fail? Je sais Ah, pas. tu vois, un effet Bonaldi. Ouais, bah, c'est toujours comme ça. Sinon, je le vois là avec la preview. Donc, ce qui est bien, c'est que ça marche aussi avec la preview, parce qu'on est sur une vue preview. Donc là, je vois que, vous voyez, j'ai quand même déjà historique. Alors, il manque par exemple, on aurait pu rajouter un lancement de chrono, par exemple. Mais ça arrive suivant. Là, j'ai déjà quand même pas mal de petits trucs, une bonne base, quoi. Je veux dire, avec trois Oui, en mots. très très peu de temps, ouais, bien sûr. Hmm, hmm. Bon, c'était juste histoire de vous montrer en 4 minutes comment c'est fait. J'aurais bien aimé voir sur le simulateur, mais je sais pas pourquoi C'est il pas a un très peu. grave. C'est parce que tu Comment? as choisi le 17 Pro Max, en fait. C'est ton Mac qui suit Ouais, plus c'est derrière. ça. Il est encore trop buggy. C'est ton Mac qui suit plus. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je change de Mac. Ça me ferait Non, mal quand mais même. top. Bah, très bien. Voilà. Bon. Après, ouais, je sais pas moi s'il y a eu des questions ou s'il y a eu des choses qui n'ont pas été Eh ben claires. non, écoute, J'ai ça essayé va, de il n'y a pas de vulgariser au question. maximum. Très très bien. Non, non, c'était très clair, pas de souci. Merci beaucoup en tout cas pour cette chouette présentation. Et ça me Avec donne envie plaisir. d'aller m'amuser, moi qui pourtant ne suis pas du tout fan de tout ça. Le code, c'est quelque chose, tu vois, et moi, ça fait vraiment deux. Bah Moi, écoute, j'étais plus du côté des gens qui étaient, tu sais, les administrateurs système et qui disaient les développeurs, ouh là là, on veut pas en entendre parler. ouais, et tu Et là, ça vois, donne envie. Ouais. mais franchement, après, ce qui est vraiment plaisant, c'est que on apprend au fur et à mesure parce que il y a plus le blocage de la langue parce Mm. que moi, j'appréhende le développement en code comme comme l'apprentissage d'une langue et on en apprend tout le temps quand on apprend une langue, quand on pratique une langue. C'est exactement pareil avec le développement. Et là, on se retrouve à éluder toute la partie compliquée, on va dire l'écriture, la syntaxe, etc. On se concentre vraiment sur la logique, sur le fonctionnement, sur le résultat. Donc c'est assez intéressant. Après, ça ne remplace pas l'expertise.
d'un développeur ou des Sure. choses comme ça. Mm. Je sais que moi, j'ai mon frangin qui est développeur. Il m'a dit, à partir du moment où on commence à monter un peu en puissance d'usage, des choses comme ça, faut vite avoir une équipe derrière. Mais on reste dans un cadre éduc, C'est ça. ça reste très, très qualitatif sur ça. Et ce qui est bien, c'est que Cursor, ça marche avec beaucoup de langages. Là, on a fait en Swift, mais ça marche hyper bien avec du Python. J'ai développé, moi, sur un Raspberry Pi, un petit NAS, comment on un petit serveur privé à la maison, tout codé en Python, impeccable, et ça roule super bien. Avec après une petite interface que j'ai faite sur mon iPhone qui me permet de contrôler à distance, et impec, ça marche du feu de Dieu. Et tout ça avec mes deux fidèles acolytes, ChatGPT et Cursor. Même si Python, je connais bien, mais ça écrit le code tout seul, ça fait voilà, ça fait le job, et toi, tu as juste besoin de vérifier derrière. Et ça, c'est top. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications, ces précisions. Et Avec puis, il me grand reste à te plaisir. souhaiter une bonne soirée. Merci à vous tous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode où on va revenir un petit peu plus sur les bases applications natives Apple. On va parler en fait des usages de l'iPad dans le premier degré, donc particulièrement voilà, en primaire. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment fait. On a abordé différentes applications, mais là, on s'est essayé de se concentrer un petit peu aussi dans les usages dans le premier degré. Ah, Bon, c'est ben merci intéressant. beaucoup. Oui, Top. ce sera intéressant. Tu auras le lien pour t'inscrire. Eh ben, avec grand plaisir. Merci Allez, beaucoup. Tu renvoies encore le merci à Amélie et puis on se dit à j'y manque bientôt. pas. De toute À façon. bientôt. Hein. Oui, oui. Allez, bonne soirée. Au revoir tout Au le monde. revoir. À bientôt. Au revoir. CNC, People Around Technology.